Je suis marié à Sophie depuis 4 ans maintenant. Sa famille, les Dubois, sont ceux que l'on pourrait appeler des vieilles fortunes. Du moins, c'est ainsi qu'ils se présentent. Ils vivent dans cette immense maison coloniale avec des haies parfaitement taillées, des allées pavées et suffisamment de lustres en cristal pour éclairer une petite ville. Tout dans leur style de vie crie la richesse et le raffinement. De la façon dont ils organisent leur dîner à la façon dont ils parlent de leur voyage annuel à la Côte d'Azur. Le problème, c'est que je viens d'un monde complètement différent. Mon père a travaillé toute sa vie dans le bâtiment. Ma mère nettoyait des bureaux la nuit pour joindre les deux bouts. J'ai financé mes études en travaillant manuellement et j'ai progressivement gravi les échelons dans l'immobilier commercial. Ce n'est pas un travail glamour, mais un travail honnête qui m'a appris la valeur de chaque euro et de chaque transaction. Dès le premier jour, les Dubois ont clairement fait comprendre que je n'étais pas de leur monde. Cela a commencé par de petits commentaires sur mes humbles origines ou des blagues sur la façon dont Sophie avait été classée socialement. Ils demandaient quand j'allais trouver un vrai travail dans la finance ou le droit, ignorant complètement le fait que je réussissais plutôt bien dans la gestion immobilière. Mais la véritable humiliation survenait lors des réunions de famille. Chaque fête, anniversaire ou barbecue familial suivait la même routine dégradante. J'arrivais dans mon pick-up sur leur allée circulaire, transportant généralement une bouteille de vin ou de whisky coûteuse en guise d'offrande de paix. Je me dirigeais vers l'entrée principale comme n'importe quel invité normal, seulement pour que Sophie vienne à ma rencontre à la porte avec ce regard désolé dans les yeux. Entrée de la cuisine aujourd'hui, chuchotait-elle, jetant un coup d'œil en arrière pour s'assurer que ses parents ne regardaient pas. Tu as travaillé toute la journée et les invités utilisent la porte d'entrée. Tu comprends, n'est-ce pas? Et comme un idiot, j'acquiesçais et faisais le tour de leur maison, dépassant leur jardin manucuré et leurs éléments en pierre importés pour entrer par la porte de service, comme si je livrais des courses. Une fois à l'intérieur, je me retrouvais relégué à la cuisine tandis que tout le monde se mêlait dans leur salon formel. Je m'asseyais sur un tabouret de bar à leur îlot en granit, mangeant dans des assiettes en carton pendant qu'ils dînaient dans de la porcelaine fine sous des lustres antiques. Le personnel de traiteur s'agitait autour de moi, et j'entendais les proches de Sophie faire des blagues sur le mari ouvrier qui a eu la chance d'épouser leur famille. Le père de Sophie, Henri, avait perfectionné cet art de me rabaisser sans être techniquement impoli. Il me tapait sur l'épaule et disait des choses comme « Continue de travailler dur, mon grand ». Ou me demandait si j'avais besoin d'aide pour comprendre les discussions boursières qui avaient lieu dans la pièce d'à accent grave côté. La mère de Sophie, Isabelle, était encore pire. Elle souriait gentiment et suggérait que je serais peut-être plus à l'aise à regarder le match de football dans le salon plutôt que de me joindre à leur conversation d'adultes sur la politique et les affaires. Le pire n'était même pas leur condescendance. C'était la façon dont Sophie laissait faire. Elle haussait les épaules en disant « C'est juste comme ça qu'ils sont ou ne les laisse pas t'atteindre ». Elle ne m'a jamais défendu une seule fois ni demandé pourquoi son mari devait se faufiler par la porte de derrière lors des réunions de famille. J'ai commencé à me demander si elle n'avait pas honte de moi aussi. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander pendant toutes ces années à me considérer comme un ouvrier chanceux qui a épousé une femme d'une classe supérieure. Je suis propriétaire de leur maison et d'environ 40 autres propriétés dans tout le département. Voyez-vous, pendant qu'ils étaient occupés à jouer les aristocrates et à mépriser mon simple travail dans l'immobilier, je construisais tranquillement l'un des empires immobiliers commerciaux les plus prospères de la région. Ma société, Sterling Holdings, gère tout, des complexes de bureaux du centre-ville aux immeubles d'appartements de luxe. J'ai des contrats avec la mairie, des relations avec des promoteurs majeurs et un portefeuille valant plus d'argent que toute leur famille élargie ne pourrait en rêver. Ce magnifique hôtel particulier colonial dont ils sont si fiers. Je l'ai acheté à la banque il y a 3 ans lorsqu'ils avaient 6 mois de retard sur leurs paiements hypothécaires. Henri avait fait des investissements spectaculairement mauvais et il faisait face à une saisie. La banque était prête à le mettre aux enchères quand je suis intervenu et l'ai acheté directement. Je les ai laissés rester en tant que locataires, payant un loyer inférieur au prix du marché parce que Sophie m'a supplié de sauver la maison de son enfance. Ils n'avaient aucune idée que leur propriétaire était le même homme qu'ils faisaient dîner de Thanksgiving dans la cuisine. Alors, le dernier Thanksgiving arrive et je suis en train de suivre la même routine humiliante que j'endure depuis des années. J'arrive avec une bouteille de whisky écossais vieilli, quelque chose qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en course en un mois. Sophie me rencontre à la porte d'entrée, vêtue de cette robe de couleur crème qui correspond au goût de sa mère pour les tissus neutres et coûteux. Les invités utilisent l'entrée principale, dit-elle sans même me regarder dans les yeux. Tu as travaillé toute la journée.
Tu comprends la situation, n'est-ce pas? J'ai ressenti ce nœud familier dans mon estomac, ce mélange de colère et de résignation que j'avais appris à avaler. Mais j'ai acquiescé comme toujours et j'ai remis le whisky, nos doigts se frôlant juste un instant avant qu'elle ne se retourne. J'ai contourné la maison jusqu'à l'entrée de la cuisine, mes bottes crissant sur l'allée en gravier qu'ils avaient fait installer par des professionnels l'été dernier. L'ironie ne m'a pas échappé, j'avais techniquement payé cette allée par le biais des frais d'entretien de la propriété. Je suis passé devant leur jardin nouvellement aménagé, leurs meubles de jardin importés, toutes les petites touches qu'ils utilisaient pour démontrer leur goût raffiné aux voisins. La cuisine était déjà animée lorsque je suis entré. Des traiteurs professionnels en uniforme noir disposaient des plateaux d'apéritifs tandis que l'énorme dinde rôtissait dans leur four de qualité professionnelle. J'ai pris ma place habituelle à l'îlot de la cuisine, j'ai déboutonné ma chemise en flanelle au col et je me suis servi un verre de la bouteille que j'avais apportée. Les bruits de la réception provenaient de la salle à manger formelle. Rires polis, tintements de verre à vin en cristal, conversations sur les résidences secondaires et les coûts de scolarité des écoles privées. J'entendais Henri raconter une histoire sur son parcours de golf tandis qu'Isabelle discutait du gala de charité qu'elle organisait. Aucun d'eux n'a reconnu ma présence, même si plusieurs de leurs invités ont traversé la cuisine et m'ont vu assis là comme un membre du personnel de service. Isabelle est entrée dans la cuisine, portant des perles qui coûtaient probablement plus cher que mon camion. Elle s'est arrêtée en me voyant perché sur le tabouret de bar, ses sourcils se haussant légèrement tandis qu'elle lissait son cardigan en cachemire. « Oh » dit-elle avec ce faux sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Je n'avais pas réalisé que tu avais choisi le service de cuisine ce soir. » Elle a fait un geste vers la salle à manger où je pouvais voir leurs invités assis autour de la table en acajou sous des lustres scintillants. La table était dressée pour 12 personnes avec des serviettes en soie pliées en forme complexe et suffisamment d'argenterie pour garnir un restaurant. « Nous avons beaucoup de place à table, a-t-elle continué, bien que son ton suggérait le contraire. J'ai gardé mon expression neutre et j'ai pris une autre gorgée de whisky. « Je m'assure juste que tout se passe bien, ai-je répondu, ma voix aussi calme que possible. J'avais appris au fil des ans que montrer de l'émotion ne faisait que leur donner plus de munitions à utiliser contre moi. Le sourire d'Isabelle s'est crispé. « Eh bien, François s'occupera du service, dit-elle, utilisant le nom qu'Henri me donnait toujours quand il pensait que personne d'important n'écoutait. Puis elle s'éloigna sur ses talons de créateur, me laissant seul avec mes pensées et le personnel de traiteur, qui au moins me traitait comme un être humain. Je suis resté là, grignotant un sandwich à la dinde qu'un des traiteurs avait préparé, observant mon reflet dans la crédence en acier inoxydable. Des yeux sombres, une mâchoire forte, le visage d'un homme qui avait construit tout ce qu'il possédait à partir de rien. Il voyait un mari de la classe ouvrière qui avait eu de la chance. Je voyais quelqu'un qui avait gagné chaque once de respect qu'il méritait, même si ces gens étaient trop aveugles pour le lui accorder. La salle à manger continuait sa symphonie de politesse forcée pendant que je mangeais mon sandwich dans la cuisine comme un domestique. Je pouvais les entendre discuter de sujets non essentiels, la météo, les potins du quartier, les plaintes concernant les nouvelles politiques de leur club de golf. Ils riaient de blagues internes et partageaient des histoires sur des gens que je ne serais jamais invité à rencontrer. Pendant des années, je les avais écoutés dédaigner mon travail comme si je jouais avec des bâtiments, tandis qu'ils héritaient de leur richesse et appelaient cela du succès. C'est là que tout a changé. J'étais à la moitié de mon sandwich sec quand la porte d'entrée s'est ouverte avec le genre d'autorité qui fait que tout le monde arrête de parler. Une voix grave et autoritaire a retenti dans la maison. Ça a intérêt à être la fameuse farce d'Isabelle que je sens, parce que j'ai fait 2 heures de route pour ce repas. Je n'ai même pas eu besoin de lever les yeux pour savoir de qui il s'agissait. Marc Dubois, l'un des promoteurs immobiliers commerciaux les plus puissants de la région parisienne et mon plus gros client. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait conclu des accords de plusieurs milliards et avait les maires de grandes villes en composition rapide. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Marc est entré dans la cuisine comme s'il possédait chaque pièce dans laquelle il mettait les pieds. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son costume bleu marine taillé à la perfection. Il avait cette présence qui exigeait l'attention de quiconque avait un peu de jugeote. Le genre d'autorité naturelle qui vient de nombreuses années à prendre des décisions qui affectent des quartiers entiers de la ville. Il m'a repéré à l'îlot de la cuisine et son visage s'est illuminé d'une chaleur authentique. « Salut, patron » dit-il assez fort pour que toute la maison l'entende. Le mot au patron a résonné dans la cuisine et dans la salle à manger comme un coup de tonnerre. L'effet a été immédiat et dévastateur. Toute la maison est devenue silencieuse. Plus de bavardage poli, plus de tintements de verre. Même le four semblait avoir cessé de ronronner.
Je pouvais voir Sophie dans l'embrasure de la porte, son verre de vin tremblant dans sa main, son visage vidé de toute couleur. Derrière elle, Henri était figé, sa serviette toujours serrée dans son poing, sa bouche ouverte comme un poisson. Je me suis levé lentement et j'ai tendu la main à Marc, gardant ma voix calme et professionnelle. Content de te voir, Marc. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici ce soir. Son sourire s'est élargi alors qu'il serrait ma main dans les deux siennes, me donnant cette tape sur l'épaule réservée aux gens qu'il respectait sincèrement. Je n'aurais manqué le Thanksgiving d'Isabelle pour rien au monde, dit-il, complètement inconscient de la tension qui remplissait la pièce. Écoute, je ne te remercierai jamais assez pour ce projet de Bercy. Sterling Holdings a rendu tout l'accord possible. Je pouvais sentir tous les yeux de la maison se tourner vers nous. La sœur de Sophie était apparue dans l'embrasure de la cuisine, son verre de vin figé à mi-chemin de ses lèvres. Oncle Bernard, qui m'avait une fois appelé juste un gars qui a eu de la chance avec Sophie, se tenait là, l'air d'avoir vu un fantôme. Marc a continué à parler, sa voix portant facilement dans la salle à manger où tout le monde s'efforçait maintenant d'entendre chaque mot. La commission d'urbanisme me donnait du fil à retordre avec ses dérogations de zonage, mais tes relations ont tout arrangé. Et ne me lance pas sur le processus de permis. Ce qui aurait dû prendre 6 mois, tu l'as fait en 3 semaines. Il s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine, complètement à l'aise et inconscient qu'il faisait exploser des bombes à chaque phrase. J'ai dit à tout le monde dans l'industrie, si vous voulez que l'immobilier soit bien fait dans cette région, vous appelez Sterling Holdings. Ce type connaît chaque commissaire, chaque inspecteur, chaque faille juridique qui vaut la peine d'être connue. Le silence dans cette cuisine était si complet que je pouvais entendre l'horloge ancienne tic-tac dans le couloir. Isabelle agrippa le dossier d'une chaise de salle à manger si fort que ses jointures devinrent blanches. Henri émit un son de rire étranglé qui mourut dans sa gorge avant de pouvoir devenir un rire véritable. Marc se tourna vers Henri avec une expression perplexe. Je n'avais pas réalisé que la maison était si calme ce soir, dit-il, faisant un geste vers les visages stupéfaits. D'habitude, vous êtes plutôt animé pendant les fêtes. La voix d'Henri se brisa lorsqu'il réussit enfin à parler. Nous ne savions pas que vous deux étiez si bien connus. Les sourcils de Marc se levèrent avec amusement. Connus ? Bon sang, je n'aurais pas fait la moitié de mes affaires cette année sans le soutien de Sterling Holdings. Votre gendre ici dirige l'une des sociétés de gestion immobilière les plus prospères de la région. Je lui fais confiance pour des transactions valant des dizaines de millions. Le mot million resta suspendu dans l'air comme une présence physique. Je regardais la réalité de ce que Marc disait s'enfoncer dans chaque visage autour de moi. Ces gens qui m'avaient traité d'ouvrier pendant des années, qui m'avaient fait manger dans la cuisine pendant qu'ils trinquaient les uns aux autres dans la salle à manger, réalisaient lentement qu'ils s'étaient complètement trompés sur qui j'étais. En fait, continua Marc, se tournant vers moi avec ce ton conspirateur que les hommes d'affaires à succès utilisent lorsqu'ils parlent de leurs affaires. J'ai quelques nouveaux projets qui pourraient t'intéresser. Ce développement riverain dont nous avons discuté, les investisseurs sont prêts à aller de l'avant, mais ils veulent que Sterling Holdings gère la partie gestion immobilière. Il sortit son téléphone et commença à faire défiler ce que je supposais être des détails de projet. Nous parlons d'un complexe de luxe de 50 unités, plus un espace commercial au rez-de-chaussée. Le genre de projet qui pourrait définir le centre-ville d'une ville pour les 20 prochaines années. J'acquiesçai professionnellement, conscient que tout le monde était suspendu à notre conversation comme à un feuilleton. Envoie-moi les détails et je reverrai les chiffres, dis-je, gardant ma voix égale malgré la satisfaction qui brûlait dans ma poitrine. Marc me tapa dans le dos une fois de plus. Tu es la raison pour laquelle je reste en avance sur le calendrier et en dessous du budget sur ces constructions. Même mes concurrents me demandent qui gère mes propriétés. Je leur dis clairement, si vous voulez les meilleurs dans l'entreprise, vous appelez Sterling Holdings. Sophie retrouva enfin sa voix, bien qu'elle ne fût guère plus qu'un murmure. Tu possèdes une entreprise. Je rencontrai son regard pour la première fois cette nuit-là et laissai le silence s'étirer entre nous. Plusieurs, dis-je doucement. Le verre de vin d'Isabelle glissa de ses doigts et se brisa sur le sol de la cuisine, le vin rouge se répandant sur le carrelage blanc comme du sang. Elle fixa le désordre un instant, puis me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose entre le choc et la peur. Marc sembla enfin percevoir la tension dans la pièce. Écoutez, je devrais probablement retourner auprès de ma famille, dit-il, bien qu'il fût clairement curieux de ce dans quoi il était tombé. Mais sérieusement, merci encore pour tout cette année. Sterling Holdings a été un véritable atout pour mon entreprise.
Après le départ de Marc, la cuisine resta figée dans un silence stupéfait. Henri se tenait toujours dans l'embrasure de la porte, son visage passant par différentes nuances de pâleur. La mère de Sophie avait commencé à nettoyer le verre de vin brisé avec des mains tremblantes, ses perles s'entrechoquant à chaque mouvement nerveux. J'entendais des murmures s'élever dans la salle à manger, des fragments de conversation alors que leurs invités essayaient de digérer ce qu'ils venaient de voir. Quelqu'un mentionna le nom de ma société. Quelqu'un d'autre demandait depuis combien de temps j'étais dans l'immobilier commercial. L'ordre social soigné qu'ils avaient maintenu pendant des années se fissurait en temps réel. Henri réussit finalement à parler, sa voix mince et tendue. « Tu possèdes des bâtiments ?» Je pris une autre gorgée de whisky et rencontrai son regard avec assurance. 43 propriétés dans 3 régions, dis-je. Bureaux, complexes d'appartements, espaces commerciaux. Sterling Holdings gère environ 200 millions en immobilier commercial. Le chiffre le frappa comme un coup physique. Il recula, sa main cherchant le chambranle de la porte pour se stabiliser. Isabelle émit un petit son qui aurait pu être un sanglot ou un halètement. Sophie me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant, sa bouche s'ouvrant et se refermant sans qu'aucun son n'en sorte. À ce moment-là, je réalisai qu'elle n'avait vraiment aucune idée de qui elle avait épousé. Elle avait été tellement convaincue par le récit de sa famille à mon sujet qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander ce que je faisais réellement dans la vie. Je me levai du tabouret de bar et rajustai ma chemise en flanelle, me sentant plus grand que je ne l'avais été depuis des années. Je dois y aller, dis-je, ma voix calme et contrôlée. Réunion tôt demain avec la commission d'urbanisme concernant un nouveau développement en centre-ville. Je passai devant eux vers la porte de la cuisine, puis m'arrêtai et me retournai. Au fait, le chèque de loyer est dû le 1er du mois, comme toujours. La confusion sur leur visage était presque comique. Le front d'Henri se plissa alors qu'il essayait de comprendre ce que j'avais dit. Chèque de loyer. Je souris pour la première fois cette nuit-là, une expression froide qui n'atteignait pas mes yeux. Pour la maison, Henri. Votre paiement de loyer à Sterling Holdings. Cela fait 3 ans maintenant, bien que je ne pense pas que nous nous soyons jamais rencontrés en personne lors d'une transaction commerciale. La vérité les frappa comme un tsunami. Isabelle agrippa le comptoir pour ne pas tomber. Le visage d'Henri passa du pâle au complètement gris. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent d'une horreur que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu es notre propriétaire » chuchota Sophie. « Oui, depuis que vous aviez 6 mois de retard sur vos paiements hypothécaires, confirmai-je. La banque était prête à saisir quand j'ai acheté la propriété. De rien, au fait. Je suis sorti par la porte d'entrée cette fois-là, les laissant digérer les décombres de tout ce qu'ils pensaient savoir. L'air nocturne était froid et pur, et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Derrière moi, j'entendais des voix s'élever. Confusion, colère, panique alors qu'ils essayaient de comprendre comment ils s'étaient si complètement trompés. Les semaines suivantes ont été vraiment intéressantes. Voyez-vous, les Dubois n'ont pas bien pris cette révélation. Au lieu de peut-être réfléchir à la façon dont ils m'avaient traité ou de tenter des excuses, ils ont décidé de passer à l'offensive. Cela a commencé par des appels téléphoniques anonymes à des inspecteurs municipaux signalant de prétendues violations dans mes propriétés, des problèmes de code d'incendie qui n'existaient pas, des problèmes de sécurité qui étaient pure fiction. Puis sont venues les fausses critiques en ligne provenant de comptes sans historique, affirmant que j'étais un propriétaire véreux qui faisait pression sur les locataires et ignorait les demandes d'entretien. Quelqu'un a appelé ma compagnie d'assurance avec des préoccupations concernant mes pratiques commerciales. Des tuyaux anonymes sont allés au Conseil du logement concernant une discrimination présumée dans mes politiques de location. C'était du travail d'amateur, mais c'était clairement coordonné et je savais exactement qui était derrière tout ça. Henri pensait qu'il pouvait me forcer à reculer, peut-être me forcer à lui vendre la maison à un prix inférieur à celui du marché ou quelque chose d'aussi stupide. Il m'avait complètement sous-estimé. Quand vous gérez autant de propriétés que moi, la documentation devient votre religion. J'avais des journaux d'entretien, des rapports d'inspection, des factures d'entrepreneurs et des témoignages de locataires remontant à des années. Mais je n'étais pas satisfait de simplement me défendre. J'ai engagé un détective privé pour retracer toutes les fausses critiques et les plaintes anonymes. Il a fallu environ une semaine pour les relier à une agence de relations publiques de bas étage qu'Henri avait engagée pour gérer la situation. Ils avaient été négligents, laissant des empreintes numériques partout dans leur tentative de sabotage. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'utiliser l'arme nucléaire. J'ai acheté une pleine page de publicité dans le journal d'affaires régional.
Pas de graphiques sophistiqués ni de discours marketing, juste la vérité exposée en noir et blanc avec toutes les preuves à l'appui. Quand la famille devient un fardeau, une étude de cas en sabotage professionnel. Je n'ai pas nommé directement Henri ou Isabelle, mais n'importe qui dans la communauté des affaires locales pouvait faire le lien. Les captures d'écran des fausses critiques avec leurs horodatage, les journaux téléphoniques montrant des appels du même numéro à plusieurs agences, même les chaînes de courriel que le détective privé avait obtenues, montrant la coordination de leur campagne. Les retombées ont été rapides et brutales. Les propres projets de développement d'Henri ont commencé à faire face à des retards mystérieux. Les permis qui auraient dû être de routine se sont perdus dans le système. Les inspecteurs municipaux sont soudainement devenus très méticuleux lors de l'examen de ces demandes. Les investisseurs ont commencé à se retirer de ces projets, citant des préoccupations de réputation. Le travail caritatif d'Isabelle s'est tari du jour au lendemain. Les dames de la haute société qui avaient autrefois rivalisé pour des invitations à ces dîners ont soudainement eu des conflits d'horaires. Leur adhésion au club de campagne a été révisée pour la première fois en 20 ans. Sophie m'a appelé tous les jours pendant 2 semaines, laissant des messages vocaux qui commençaient en colère et devenaient progressivement désespérés. « Tu es en train de détruire ma famille », sanglotait-elle dans un message. « Ce n'est pas toi. Nous pouvons arranger ça si nous parlons juste. » Mais j'avais fini de parler. J'avais fini de prétendre que leur approbation m'importait. J'avais fini d'être l'homme qui utilisait la porte de derrière pendant qu'ils célébraient à l'avant de la maison. Henri a tenté un dernier coup désespéré environ 1 mois après Thanksgiving. Il m'a appelé, sa voix artificiellement joviale, et m'a invité à un dîner de famille pour clarifier les choses. Juste nous 4, a-t-il promis. Pas d'invité, pas de chichi. J'ai accepté, principalement parce que j'étais curieux de savoir quel genre de stratagème il avait concocté. Quand je suis arrivé à la maison, ma maison, ce soir-là, ils avaient dressé la table de la salle à manger pour 4 avec leur plus belle porcelaine et leur cristal. Henri m'a accueilli à la porte d'entrée avec une poignée de main qui semblait répéter, son sourire si étiré qu'il semblait douloureux. Le dîner lui-même était une formalité. Poulet trop cuit, légumes qui avaient connu des jours meilleurs, et une conversation si forcée qu'elle en était presque comique. Henri attendit que les assiettes soient débarrassées avant de faire sa proposition. Nous avons travaillé sur un nouveau concept de développement, commença-t-il, sortant un dossier en carton rempli de rendus architecturaux et de projections financières. Un espace mixte en centre-ville, des commerces au rez-de-chaussée, des appartements de luxe au-dessus. Nous pensons que cela pourrait être un véritable tournant pour la ville. Il fit glisser le dossier sur la table comme s'il présentait le Saint Graal. Évidemment, nous aurions besoin d'un partenaire avec de l'expérience et du capital, quelqu'un qui comprend le marché local et a les bonnes relations. Je feuilletai les pages, parcourant le plan d'affaires d'amateurs et les projections financières risiblement optimistes. Il était clair qu'ils avaient monté ça en désespoir de cause, espérant d'une manière ou d'une autre sauver leur réputation en s'associant à mon succès. Laissez-moi bien comprendre, dis-je, refermant le dossier et rencontrant le regard d'Henri. Vous voulez que je risque la réputation et le capital de mon entreprise sur un projet que vous avez imaginé la semaine dernière après avoir passé des mois à essayer de détruire mon entreprise avec de fausses plaintes et des critiques en ligne. Le visage d'Henri rougit, mais il tenta de garder son calme. C'était un malentendu, balbutia-t-il. Les dynamiques familiales, vous savez comment c'est. C'est du business. C'est notre chance de travailler ensemble pour construire quelque chose en famille. Je me levai, la chaise grinçant sur leur parquet en bois dur. En famille, répétai-je, laissant le mot planer dans l'air. C'est drôle comme je suis soudainement devenu la famille quand vous avez découvert que je possédais votre maison. Sophie tendit la main à travers la table, ses yeux brillants de larmes. S'il te plaît, nous pouvons recommencer. Papa ne voulait pas que les choses aillent si loin. Je la regardai, vraiment, et vis quelqu'un qui avait passé tout notre mariage à laisser sa famille définir qui j'étais sans jamais prendre la peine de le découvrir par elle-même. Non, dis-je doucement. Nous ne pouvons pas recommencer parce que ce n'est pas là que ça a commencé. Cela a commencé la première fois que tu m'as fait passer par la porte de la cuisine. Cela a commencé chaque fois qu'ils m'ont traité de chanceux d'avoir épousé toi et que tu n'as rien dit. Je laissai le dossier sur leur table et sortis par la porte d'entrée, me sentant comme si je me débarrassais d'une vieille peau. Derrière moi, j'entendais Sophie pleurer et la voix d'Henri monter en colère, mais je ne me retournai pas. Les papiers du divorce étaient simples. Pas d'actifs partagés puisque tout ce que j'avais construit précédait notre mariage. Pas de pension alimentaire puisque Sophie n'avait jamais contribué à l'entreprise.
Une rupture nette, de simple signature, la fin d'un chapitre que j'aurais dû clore des années plus tôt. Sophie a signé sans rien contester. Je pense qu'à ce moment-là, elle a compris qu'elle avait été mariée à quelqu'un qu'elle n'avait jamais vraiment connu, quelqu'un qu'elle n'avait jamais pris la peine de comprendre parce que la version de moi de sa famille était plus facile à accepter. 6 mois plus tard, j'ai résilié leur bail. Rien de vindicatif, juste un préavis standard de 30 jours citant mon intention de rénover la propriété. Ils se sont déménés pour trouver autre chose dans leur fourchette de prix, qui s'est avérée considérablement plus petite que ce à quoi ils étaient habitués. J'ai appris par des connaissances communes qu'Henri avait dû prendre un emploi chez quelqu'un d'autre après la faillite de sa société de développement. Isabelle a commencé à faire ses courses dans des supermarchés ordinaires au lieu des marchés gourmands qu'elle fréquentait depuis des décennies. Ils avaient déménagé dans une modeste maison de ville de l'autre côté de la ville, loin de l'hôtel particulier colonial dont ils étaient si fiers. Cette maison est vide maintenant pendant que je décide quoi en faire. J'ai pensé à la transformer en appartement de luxe ou peut-être à la vendre à une autre famille qui pourrait apprécier son histoire. Ce que je ne ferai pas, c'est laisser y vivre des gens qui pensent que certains méritent la porte d'entrée et que d'autres appartiennent à la cuisine. Parfois, je passe devant leur nouvelle demeure. Un simple bâtiment à 2 étages dans un quartier qui les aurait horrifiés il y a 5 ans. Je ne le fais pas pour me vanter. Je le fais pour me rappeler ce qui arrive quand les gens prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Quand ils supposent qu'une compétence discrète signifie que vous ne valez pas leur respect. Les Dubois m'ont appris quelque chose de précieux pendant ces années d'humiliation et de condescendance. Ils m'ont appris que certaines personnes ne verront jamais votre valeur, peu importe ce que vous accomplissez ou à quel point vous êtes patient avec leur ignorance. Mais ils m'ont aussi appris que construire quelque chose de réel, quelque chose d'indéniablement réussi, vous donne le pouvoir de vous éloigner des gens qui ne méritent pas une place dans votre vie. J'ai une nouvelle femme dans ma vie maintenant. Quelqu'un qui savait ce que je faisais pour vivre avant de connaître mon nom de famille. Elle ne m'a jamais demandé d'utiliser une porte de derrière. Elle ne s'est jamais excusée pour mes vêtements de travail ou mon camion. Quand je lui ai raconté toute cette histoire, elle a juste secoué la tête et a dit que les Dubois étaient des idiots de ne pas avoir reconnu ce qu'ils avaient. Marc me propose toujours des affaires, des projets plus importants que jamais. Mon entreprise continue de croître, et je n'ai jamais eu à expliquer à personne pourquoi je méritais une place à la table. J'ai construit la table moi-même, et je choisis qui s'y assied. La meilleure vengeance, il s'avère, n'est pas de se venger des gens qui vous ont fait du tort. C'est de construire une vie si réussie et épanouissante que leur opinion devient complètement insignifiante. J'ai passé des années à essayer de gagner leur respect alors que j'aurais dû construire quelque chose qu'ils ne pourraient jamais m'enlever. Maintenant, quand j'organise des fêtes, tout le monde entre par l'avant.